Hello les mangeurs de livres. J'espère que vous avez faim, parce que je vais vous faire manger une petite délicatesse. Un livre pas très épais, mais très savoureux. Un livre que j'ai lu quand j'étais encore au lycée, je crois, et auquel je suis revenu souvent au gré de l'actualité. J'ai nommé Les croisades vues par les Arabes d'Amin Malouf. Alors, il a été édité en 1983. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas lu en 83, mais il a constamment été réédité depuis. Et je me demandais quel livre j'allais aborder dans ce numéro là, des mangeurs de livres. Et comme dans le podcast précédent, si vous l'avez écouté, j'avais parlé de Dans la peau d'un noir de Griffin, où en fait c'est le même principe, on se met, comme le titre l'indique, dans la peau de l'ennemi, entre guillemets, pour mieux le comprendre et peut-être faire en sorte que ce ne soit plus un ennemi. Bah, ça m'a rappelé ce livre en fait, ça m'a rappelé les croisades vues par les Arabes. Et en fait, quand j'étais jeune, et que je dis souvent en fait, vous avez remarqué, je vais essayer de faire en sorte d'annuler ce tic de langage, mais allez, je vais le dire une dernière fois. En fait, euh, c'était la première fois justement que un livre sortait avec le point de vue des Arabes sur les croisades. Et ça m'avait intéressé. Et vu qu'Amin Malouf est lui-même arabe, il est né au Liban en 49, il est arrivé en France en 76. Et je sais pas si vous savez, mais là, depuis que Hélène Carrère d'Ancos est morte, il a pris son siège de secrétaire perpétuel à l'Académie française. Il était déjà académicien, il avait remplacé Lévi-Strauss, je crois. Donc c'était un siège déjà difficile j'allais dire à porter, on porte pas un siège, mais bon, succéder à Lévi-Strauss, c'était déjà pas mal. Mais je trouve qu'il s'en tire pas mal. Et donc ce livre-là, Les croisades vues par les Arabes, fait partie des essais qu'il fait paraître, parce que c'est un romancier. Je crois qu'il a obtenu le prix Goncourt. Alors c'était pour quel bouquin? Le Rocher de Tagnos, je crois. Parce que si vous le connaissez pas, il a écrit dans les romans célèbres qui l'ont fait connaître. Il y a Le Rocher de Tagnos, donc pour lequel il a eu le prix Goncourt. Il y a Samarcande, un livre sur lequel je ferai un podcast un jour parce que c'est un des plus beaux livres que j'ai lu dans ma vie. Il a écrit Les Jardins de Lumière, il a écrit Léon l'Africain. Pareil, c'est un superbe livre sur la figure de Léon l'Africain, justement. Et sinon, à côté de ça, il écrit des essais. Alors, il y avait Les Identités meurtrières. Pareil, je pense que je ferai un podcast un jour sur ce livre parce que il est d'actualité. Et là, en 2023, il a écrit Le Labyrinthe des égarés. Alors, pareil, hein, c'est en gros, parce qu'il se met toujours à la place des autres, c'est sur le, le monde occidental et la vision qu'en ont les pays du sud global, en gros. Bon, ces essais, ça tourne toujours à peu près autour de la même chose, hein. Justement, les problèmes d'identité, le problème de l'altérité de l'autre. Et pour en revenir aux croisades vues par les Arabes, bon, en fait, c'est le premier livre d'histoire que j'avais lu sur les croisades. Bon, j'étais jeune, hein, j'étais au lycée. Bien sûr, on avait abordé les croisades à l'école, je sais plus à quel moment. Bon, on avait la vision d'un grand massacre quand même, hein, une grande injustice dans cette terre d'Orient qui est toujours traversée par les conflits aujourd'hui encore. Mais c'était la première fois que j'abordais vraiment cette période historique avec un livre sérieux. C'était le début, quoi. Et je trouve que j'ai eu de la chance de tomber sur ce bouquin parce que, bien sûr, c'était pas un livre académique, c'est un essai, hein, et en plus, c'est un essai qui n'a pas été écrit par un historien, qui a été écrit par un romancier. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, lui, il est quand même issu de là-bas, hein, du Levant, comme on dit. Et ça l'a toujours titillé, cette histoire de croisade et d'altérité, comme c'est un Libanais. Alors je sais pas si parmi les auditeurs du podcast, tout le monde connaît la situation qu'il y a au Liban, mais depuis la création du Liban, quand les Français sont partis de Syrie, en fait,
Liban, ça vient du mont Liban, hein. C'est une montagne, comme son nom l'indique, qui avait en Syrie et qui était peuplée par des chrétiens. Et quand les Français sont partis après-guerre, hein, quand il a fallu lâcher cette colonie, comme les Anglais l'ont fait avec la Palestine, les chrétiens justement du mont Liban ont demandé de créer un petit État en fait, où les chrétiens pourraient vivre dans leur propre pays. Donc le Liban est né de ce deal. Mais malheureusement, pour eux, entre guillemets, le Liban, ça a toujours été une mosaïque. Il y a des chrétiens, il y a des druzes, il y a des chiites, il y a des sunnites. Et comme vous le savez, il y a eu la guerre civile dans les années 80. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Amin Maalouf est venu en France. Il raconte souvent que, bon, il a eu de la chance, hein, il a connu les bombardements, il a connu un peu la guerre, mais il a réussi à s'exiler assez tôt avec sa famille et à arriver en France. Donc justement, son œuvre, en fait, qu'elle soit romanesque ou un peu plus sérieuse, entre guillemets, bah, ça tourne toujours autour des mêmes thèmes, quoi, hein. Comme je vous le disais, l'altérité et l'acceptation de l'autre. Et ce qui a été intéressant avec les croisades vues par les Arabes, bah, comme je vous le disais, bon, je suppose que déjà en 83, il y avait des historiens, des vrais, qui avaient puisé aux sources arabes, hein, de l'histoire des croisades. Mais pour moi, c'était une nouveauté. Donc, les croisades. Hmm. Quand on parle des croisades, pour nous, en France, on pense à quoi? On pense à Richard Cœur de Lion, à Saint-Louis, à la prise de Jérusalem, à Saladin, et au bain de sang, hein, des deux côtés. Notre ami Amine, lui, pour écrire son livre, comme il est arabophone d'origine, il avait une grande facilité à lire les historiens arabes. Et il y a une grande tradition d'historiens dans la civilisation arabo-musulmane. Et en fait, il a lu tout ce qui était disponible en arabe. Notamment, alors, je vous en nomme quelques-uns. Ibn al-Kalanissi, Oussaba ibn Munkid, Ibn Joubayr. Ibn Joubayr, il est vraiment très connu, hein, même quand on ne fait pas d'histoire. Normalement, on tombe sur son nom de temps en temps. Ou encore Ibn al-Athir. Et ce qui est intéressant, donc, avec ce livre, c'est que, bien sûr, il nous brosse les croisades chronologiquement. Donc, petit quiz, ça commence quand les croisades? Ça commence en 1096 et ça finit en 1291. Entre-temps, bien sûr, hein, il y a eu le royaume latin de Jérusalem, il y a eu les fameux royaumes d'outre-mer où plein de nobles européens ont réussi à se faire des petits confettis en outre-mer, justement, en Orient. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. À un moment donné, il y a même les Mongols qui sont venus et qui ont pris Jérusalem, qui se sont fait arrêter par les Mamelouks, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, il nous brosse donc ces 2 siècles quasiment de combat entre croisés et musulmans. Et ce qui est fort, c'est que, en tout cas pour moi, à l'époque où j'ai lu le bouquin, c'est que je me suis rendu compte déjà que ça n'a pas été 2 siècles de guerre ininterrompue. C'est comme la guerre de 100 ans, ils ne sont pas fait la guerre pendant 100 ans. Il y a eu des trêves, il y a eu des alliances, des mésalliances, et qu'on voit qu'en réalité, bah, il n'y a ni de monde, ni, comme d'habitude, il n'y a ni des mondes, ni des méchants, il y a des crapules partout, il y a des arrangements. Et en fait, c'est ça qui fait le sel de ce livre. Et surtout, comme il a puisé aux sources arabes, on a parfois des anecdotes qu'on n'a pas dans d'autres livres d'histoire. Par exemple, le fait que, enfin, la vision qu'avaient les arabo-musulmans à l'époque des francs. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, la civilisation occidentale, c'est entre guillemets la plus grande civilisation du monde, celle qui a gagné. Justement, depuis ces croisades, en fait, quand ils sont rentrés, même s'ils ont perdu à la fin, ils ont pris le savoir de l'Orient, et puis 2 siècles plus tard, il y avait les grandes découvertes, et puis voilà quoi, la révolution industrielle, la colonisation, tout ce qu'on veut. Et on vit encore dans ce qui reste de cette épopée occidentale. Mais à l'époque, pour l'Empire musulman, bah, c'était des barbares, les croisés, quand ils sont arrivés. C'était des vrais barbares. À un moment donné, on voit quand ils commencent
Puis il se met à la place des premiers témoins de l'arrivée des croisés et ils disent on raconte qu'ils portent cousus sur leur dos des bandes de tissu en forme de croix. Ils clament qu'ils viennent exterminer les musulmans jusqu'à Jérusalem et déferment par milliers. Ce sont les franges. Donc pour eux c'était vraiment des dragons venus du bout du monde et qui allaient mettre le feu à la terre. Rien que le fait qu'ils portent des armures par exemple, alors que on était dans plein désert, pour eux c'était complètement ahurissant. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils venaient avec des armures. D'ailleurs très vite les croisés ont abandonné les armures et ont mis des turbans et ont porté les vêtements arabes parce qu'ils ont compris que sinon ils n'allaient pas durer longtemps. Et moi ce qui m'a tout de suite frappé quand j'avais commencé ce livre, en fait c'est quand il nous explique comment ça commence. Donc les croisés arrivent en terre d'Orient, ils arrivent par l'Anatolie, par la Turquie, avant de descendre vers ce qui est Antioche. Donc il y a des petites échauffourées, mais en fait la clé de la victoire des croisés au début, c'est Antioche. Antioche, de mémoire d'orientale, elle n'avait plus été prise depuis Alexandre le Grand. C'est une ville avec des murailles imposantes, qui est célèbre pour le fait qu'elle peut supporter un siège pendant longtemps. Et bref, donc les croisés arrivent à Antioche. Ils mettent le siège à Antioche. Et à l'époque, donc, même si le calife est à Bagdad et qu'il dirige l'empire, il y a une constellation d'émirs, en gros, qui se partagent l'empire et qui dirigent au nom du calife. Donc il y a un émir à Antioche. Et l'émir d'Antioche, qu'est-ce qu'il fait quand les croisés arrivent sous ses fenêtres? Il envoie un message à l'émir d'à côté pour lui dire bah viens m'aider, et les infidèles, il faut les dégager. Le problème, c'était que Antioche était une ville très riche. C'était un port. euh, L'émir était connu pour justement son opulence. Et qu'est-ce que se dit l'émir d'à côté? Il dit Antioche, justement, c'est une ville qui n'a jamais été prise depuis Alexandre. À part bien sûr quand il y a eu la conquête musulmane, mais pour eux, en gros, ça comptait pas ça. Et il se dit quoi? Il se dit bah ok, faut que j'aille aider mon frère musulman à jeter les infidèles à la mer, mais si je les laisse un peu s'épuiser sur les murailles d'Antioche, qui n'arriveront pas à prendre, je vais peut-être un peu affaiblir l'émir d'Antioche, mais si j'arrive un peu tard, bah je ferai qu'une bouchée de ce qui reste de l'armée franque et je pourrais prendre Antioche dans mon escarcelle. Un petit calcul commerçant, hein, un petit calcul minable. Et en fait, c'est là que se jouent les 2 siècles qui suivront. À cause de ça, en fait, contre toute attente, les croisés, avec la motivation que donne la foi là, et l'envie de piller, eh ben, mine de rien, ils mettent le siège à Antioche, mais ils arrivent à prendre Antioche. Et justement, ça pose un grand problème, parce qu'ils rentrent dans Antioche, et après, il faut assiéger une Antioche croisée, plus une Antioche musulmane. Et donc ça fait une tête de pont pour les croisés, et c'est comme ça que commence, entre guillemets, la possession franque d'une partie du Levant en Orient, quoi. Et on se dit, bah voilà, un exemple type de calcul de boutiquier qui mène à la ruine. Parce que numériquement, militairement, tout ce qu'on veut, c'était l'Empire quand même. L'Empire musulman était plus fort que quelques croisés qui arrivaient, même si c'était des milliers. C'était une piqûre de moustique pour eux. L'Empire, il allait encore d'Espagne jusqu'aux frontières chinoises. C'était rien. Ils auraient pu s'en débarrasser tout de suite. Mais l'appât du gain, la jalousie, a fait que ils ont posé le pied pour 2 siècles. Donc déjà, moi, juste cette anecdote à l'époque, bon, j'étais jeune, hein, j'étais encore naïf, candide, je savais pas comment le monde marchait, mais ça m'avait vraiment choqué, quoi. Je m'étais dit, mais quoi? Ça s'est joué sur ça. Ça s'est joué sur un calcul. Je vais réussir à prendre la ville de mon opposant politique, en gros. Mais bon, en réalité, c'est l'éternel recommencement des erreurs de l'histoire. Donc,
Les croisés arrivent, prennent Antioche, puis petit à petit se taillent un petit empire en outre-mer jusqu'à la prise de Jérusalem quelques temps plus tard. Le fait est que les Arabes apprennent à vivre avec les croisés sur leur rivage. Comme je vous l'ai dit, parfois il y a de la guerre, parfois il y a des batailles, parfois il y a des trêves, parfois dans une bataille il y a des croisés alliés à des musulmans qui se battent contre d'autres croisés alliés à d'autres à d'autres musulmans. On rentre dans un truc qui veut plus rien dire. Les croisades se succèdent. Mais ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que en fait, quand il y a des périodes de trêve, des fois c'est des périodes de trêve de 20 ans, 30 ans, hein, c'est comme pour la guerre de 100 ans, comme je vous l'ai dit, et ben en fait il y a des échanges. Et c'est ça, le sel de ce livre, en fait c'est ça, c'est ces moments-là de paix où les croisés et les musulmans échangent en fait, apprennent à se connaître. Et j'ai sélectionné deux trois anecdotes pour vous donner envie de le lire. À un moment donné, après quelques années, donc, il y a une trêve qui est conclue, et un des princes croisés invite l'émir et sa cour, l'émir du coin et sa cour, à venir justement voir la magnificence des croisés et leur manière de diriger le pays. Donc l'émir envoie quelques ambassadeurs, et dans ces émissaires, il y a un avocat et un médecin. Donc quand le prince croisé se rend compte que dans l'ambassade il y a un avocat et un médecin, il se dit bah, c'est l'occasion de montrer la grandeur de la culture chrétienne. Et donc, bon, bien sûr, il y a un banquet, il y a des festivités. Et pendant les festivités, en fait, il y a un jugement. Et donc, le prince dit à l'avocat, il dit, mais donc, vous aussi, vous rendez la justice, vous avez un droit, une manière de juger les gens. Alors, l'avocat, il dit, bah oui, on a un code juridique, on a des avocats. Euh, la victime peut demander réparation, et quand on a trouvé le coupable, lui aussi il a des droits, donc il y a des avocats pour déterminer quelle sera la peine. Et le prince s'esclaffe et il dit quoi? C'est ça votre manière de rendre la justice? Ben non, regardez. Là, il y a des voleurs devant nous. Euh, je vais vous montrer comment on va déterminer s'ils sont coupables ou s'ils sont innocents. Alors on les amène devant l'assemblée, on leur attache les mains dans le dos, on leur attache les pieds et on les jette dans un grand, une espèce de bassin. Et là, l'avocat il dit mais qu'est-ce que vous faites si ils vont se noyer? Et le prince il rigole, et il y a des prêtres à côté qui disent mais non, il va pas se noyer. S'il meurt, ça veut dire que le poids du péché est trop lourd dans son cœur, et donc il va couler. Et s'il est innocent, eh ben il va flotter. Alors l'avocat il tombe des nues, il dit comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le prince lui dit mais à quoi, vous croyez pas en Dieu? Vous savez pas que c'est Dieu qui décide? Et bien sûr, mais là c'est les actes des humains, ça n'a rien à voir. Et on doit rendre la justice. C'est pas, le péché il est pas lourd, c'est une allégorie, ça. Là c'est de la physique, il va couler. Alors là, tout le monde se moque de lui. Et tout le monde lui dit bah alors vous les infidèles, vous comprenez rien. C'est ça l'islam. Alors là, notre civilisation, elle vous bat à plat de couture. Donc bien sûr, entre-temps, les, les voleurs sont tous noyés. Et le prince dit bah ouais, ils étaient coupables. Ils sont morts. Et l'avocat, il est affligé. Il se dit mais je suis chez des barbares, c'est quoi ces gens? C'est ça les croisés qui nous ont pris des pans entiers là de territoire, c'est pas possible. Il note ça justement, c'est pour ça qu'on a cette source là, il note, il dit il faut absolument que je fasse un rapport à l'émir quand je rentre. Donc le temps passe, un jour ou deux, les festivités durent longtemps, et donc comme je vous l'ai dit, il y a un médecin dans l'ambassade. Donc un jour ou deux après, le prince il se dit bah tiens, puisqu'il y a un médecin, je vais aller le consulter sur sa manière de guérir les gens. Et à l'époque, la- les musulmans ils avaient fait beaucoup de progrès dans la médecine. Il y avait déjà ce qu'on appelait les bibaristans. Alors, bibar en arabe, ça voulait dire les gens souffrants. Et stan, c'est comme aujourd'hui, par exemple, le Kazakhstan ou le Tadjikistan, ça veut dire l'endroit des. Alors là, c'était donc l'endroit des gens souffrants, c'était des hôpitaux en gros. Et
usage voulait que les hôpitaux soient gratuits, que quand un malade se présente dans un hôpital, on déterminait si c'était un malade qui devait rester à l'hôpital ou un malade qui devait juste avoir un traitement ponctuel et qui devait rentrer chez lui. S'il devait rester à l'hôpital et rester le temps qu'il fallait, il était pris en charge. Et quand il sortait, on lui donnait même une somme d'argent pour lui dédommager le temps qu'il avait perdu par rapport à son activité. Et en fait, la médecine arabe se basait sur tous les textes grecs, indiens, enfin qu'ils avaient récoltés pendant la conquête. Et, par exemple, il y avait Avicenne déjà qui avait révolutionné la médecine. Donc il y avait une vraie pratique de la médecine. Donc on convoque le médecin, on lui dit bah on a quelques cas à vous soumettre, dites-nous quel est votre diagnostic en gros, quelle est votre façon de guérir ces gens. Alors il y avait trois cas. Si je me souviens bien, il y avait une femme qui avait un ulcère, un homme qui divaguait, et le troisième, je sais plus, quelqu'un qui avait cessé de s'alimenter, je crois. Alors, pour le mec qui avait, ouais, il avait un problème en fait intestinal gastrique, il pouvait pas manger. Euh, donc, il examine le médecin et il dit bah pour cet homme en fait c'est parce que il a l'équivalent d'une espèce d'indigestion ou de la goutte. Enfin, il lui dit en fait qu'il faut qu'il se mette à la diète, que son régime alimentaire il est trop gras, trop sucré, trop tout, et que pendant un moment il faut vraiment qu'il boive que du bouillon, qu'il se mette à la diète et que normalement après tout ira bien. Alors le prince il regarde, il y a toujours un prêtre dans le coin, il regarde le prêtre et le soi-disant médecin qui officie dans sa ville. Et pareil, les mecs ils s'esclaffent, ils disent mais quoi, qu'est-ce que vous racontez, c'est pas ça du tout, il est possédé cet homme, il y a un démon en lui, il faut, il faut qu'on l'exorcise, et qu'on lui récite des prières, et puis si ça suffit pas, on le frappe pour faire sortir le démon. Donc là le médecin il tombe des nues, il dit pardon, et le prince il coupe un peu, il dit bah, attendez, on va voir les autres cas. La femme qui avait un ulcère, bah, lui il voit tout de suite que c'est un ulcère, donc il dit bah faut le traiter, faut déjà faut le nettoyer, et puis faut mettre un antiseptique, et faut mettre un onguent, un baume. Même réponse, ah non, non, l'ulcère c'est une manifestation du démon, du malin qui est en lui, il faut le brûler, et puis si ça suffit pas, il faut continuer à- à brutaliser en gros le malade jusqu'à ce que ça sorte de lui avec des prières et tout. Et, et on arrive au troisième cas. Je vous avoue, j'ai un petit trou, je sais plus, donc je crois que c'était quelqu'un qui avait un problème psychologique. En tout cas, c'est pareil, le médecin fait un diagnostic en disant qu'il y a un traitement à donner, les prêtres ne sont pas d'accord, et c'est encore la même réponse. C'est le malin qui est responsable des maux du patient, et il faut absolument l'exorciser. Donc au bout de trois fois, le médecin il commence à dire bah, écoutez, ça n'a rien à voir là. Nous aussi, des fois, dans notre religion, on a des cas de possession, mais les cas de possession, c'est pas avec des symptômes physiques. Là, j'ai pu établir à chaque fois un diagnostic et je vous ai donné en plus des remèdes simples. Il n'y a aucun malade là c'est pas incurable, ils peuvent tous guérir. Et il leur dit bah, écoutez-moi, comme ça au moins ils vont guérir ces gens-là. Finalement, il y a une discussion entre le prince, le prêtre et une espèce de médecin. Là. Ah oui, puisqu'il y avait aussi les saignées, j'ai oublié. Il fallait faire des saignées. Et finalement, les prêtres insistent pour que on n'applique pas les traitements d'un infidèle. Donc ils essayent de soigner les trois personnes. Là. Ils donnent 3 jours au médecin musulman pour venir pour voir que ça va marcher. Et en fait, quand il revient, le médecin, les trois sont morts. Et là, lui, il devient vraiment fou parce qu'il n'y avait aucun cas qui devait entraîner la mort. C'était bénin. Tous les cas étaient bénins. Et donc là, justement, après, il va voir son collègue là, qui était avocat. Ils parlent entre eux. Ils disent oui, c'est des barbares. Il faut absolument qu'on aille parler à l'émir là pour lui expliquer qu'il y a un truc qui cloche. Là, on peut pas parler avec ces gens-là. Ils sont pas raisonnables. En fait, c'est bien beau les trêves et tout, mais on n'arrivera jamais à s'en sortir avec eux avec la raison. Donc il reste encore 2-3 jours. L'ambassade, c'est des diplomates et tout. Ils disent rien. Ils s'en vont et ils font le rapport à l'émir.
Et en fait, c'est anecdotique, hein, c'est 2 pages dans le livre sur les 2 siècles, mais ça montre que réellement les croisés, quand ils sont arrivés en terre d'Orient, en fait c'était le vrai Moyen Âge, quoi. C'était à tous les niveaux, c'était des barbares. Un autre exemple, je vous ai parlé au début de la manière de se vêtir, par exemple l'hygiène. On sait très bien qu'après la chute de Rome, il y avait les thermes, les bains, tout ça, en Europe, ça a quasiment disparu. Alors que, paradoxalement, l'héritage des bains, des thermes en Orient, vu que les Romains y étaient aussi, hein, en même temps qu'en Gaule, en fait, ça a perduré, c'est ce qui est devenu les hammams. Et le hammam en Orient, c'était pour tout le monde. Tout le monde allait au hammam, tout le monde. L'hygiène était aussi bonne qu'aujourd'hui, quoi. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit précédemment, il y avait des hôpitaux, il y avait, il y avait aucun problème de salubrité publique à cause de l'hygiène, quoi. Il n'y avait aucun problème de maladie, la mortalité infantile, pareil. On avait compris qu'il y avait des infections, que quand une femme accouchait, il fallait le faire. Bien sûr, c'était pas une manière stérile, mais en tout cas, c'était pas comme en Europe. Et donc, quand ils arrivent, les Francs, au début, ils ont une mortalité infantile désastreuse. Et ils ont encore plein d'infections à cause de l'hygiène. Ils se lavent pas. Surtout en plus, là, c'est des pays chauds où vraiment les infections, c'est fulgurant. Et au contact, en fait, des Orientaux, ils commencent à adopter la même manière de vivre, en réalité. La même manière de se vêtir, la même manière de se laver, la même manière de manger, la même manière. Et petit à petit, en fait, au bout de ces 2 siècles-là, justement, à la fin, quand ils perdent les royaumes d'outre-mer et qu'ils doivent rentrer en Europe, ils ramènent avec eux toute cette manière de vivre, tous ces nouveaux concepts. Par exemple, les birabistans, là, en fait, pour ceux qui arrivent après en Italie, ils implorent le pape, ils l'implorent vraiment d'ouvrir des birabistans eux aussi. Et bien sûr, bah, ça ne sera pas l'équivalent, parce que le pape, en désespoir de cause, il ouvre. Enfin, en fait, dans certains couvents, il admet qu'une aile ou deux soit dédiée au traitement des malades, mais c'est des mouroirs en réalité. Les médecins ils viennent pas, et puis de toute façon, les médecins, c'est pas les médecins d'Orient, ils sont pas encore arrivés au stade où ils traitent les gens comme il faut. Mais malgré le fait qu'ils perdent l'Orient, en réalité, ils gagnent le savoir. Et c'est le début, en réalité, c'est le début de la marche vers la révolution scientifique, intellectuelle, vers la Renaissance qui va venir pas longtemps après. Et ce que beaucoup de gens oublient aussi, c'est qu'en parallèle des croisades orientales, il y a eu ce qu'on appelle les croisades franques, la Reconquista, quoi, en Espagne. Et les premiers d'ailleurs qui sont partis aux croisades, c'était parce que le pape, depuis longtemps, il exhortait la chrétienté, entre guillemets, à aller reprendre Jérusalem. Et il s'est rendu compte qu'il y avait déjà en Europe des chrétiens qui combattaient les morts, les sarrasins, les musulmans. C'était en Espagne. Et par exemple, pour ces acteurs de la Reconquista, pour eux, plus que Jérusalem, c'était Saragosse, la ville à prendre. Parce que eux, à la différence des autres Européens, ils côtoyaient les musulmans depuis longtemps. Et ils avaient quand même pris en compte la civilisation. Ils avaient vu qu'il y avait des apports, il y avait des choses à prendre. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je lisais un livre sur l'origine des troubadours, des trouvères. Et ben, on s'est rendu compte que en réalité, c'est Guillaume IX, le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. Guillaume IX qui était donc le duc d'Aquitaine, qui était quasiment indépendant à l'époque, et qui avait guerroyé pas mal en Espagne, mais comme pour les croisades orientales, il y avait des périodes de trêve, et à un moment donné, lui, il était parti à la cour, hein, justement, à Saragosse, et il avait été étonné de voir, parce que c'était un poète aussi, il se toquait d'être un homme de lettres, et il avait été étonné de voir qu'on déclamait des poèmes en musique, et aussi qu'il y avait c'était pas juste la lyre ou le luth, c'était le début aussi de la polyphonie musicale, presque des orchestres, quoi, en gros. Et il avait pris en fait ça. Il avait pris cette manière de faire de la poésie, et de chanter avec son luth. Là. Et quand il est arrivé, en fait, il est revenu chez lui, à sa cour. En fait, il a banalisé ça, parce que c'était réellement un poète. Et il est devenu célèbre pour ça. Et pendant longtemps, on a cru que l'origine des troubadours, des trouvères, tout ça, même le mot trouvère, troubadour, on pensait que ça venait du latin, que c'était. Et là, on a découvert en fait que ce soit le mot troubadour, ou que ce soit justement
le métier de troubadour, bah, ça venait de là, ça venait de la cour de Saragosse. Donc tout ça pour dire en réalité que pour plein d'historiens, en fait, la Renaissance, le début de la Renaissance européenne, occidentale, ça a été cet apport-là. Par exemple, on sait tous que, ne serait-ce que les chiffres, ce qu'on appelle maintenant les chiffres latins, quoi. Enfin, pas latins. On les appelle les chiffres arabes, les chiffres d'aujourd'hui, parce que justement, ils les ont pris de chez les Arabes. Avant, on pouvait pas faire une addition, par exemple, avec justement les chiffres romains, parce qu'il y avait tellement de caractères à mettre pour chaque ligne de l'addition que c'était impossible. Donc pareil, c'est un exemple qui paraît dérisoire, mais ça a révolutionné les mathématiques. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous voulez avoir une façon de découvrir les croisades un peu plus, comment dire, ouverte, non cloisonnée, amusante, fluide et cool, vous pouvez lire Mes croisades vues par les Arabes d'Amin Maalouf. Il a 40 ans le bouquin, mais franchement, c'est comme s'il avait été écrit hier. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous intéresser. La barbarie franque en Terre Sainte, c'est le sous-titre. Hmm. Mangez du livre, ça fait pas grossir. À bientôt les mangeurs de livres.